je vais vous présenter en quelques mots l'APCC, donc, qui organise la journée de conférence sur le climat dans cette salle. Donc, nous sommes l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. On fédère tous les professionnels qui vont au quotidien dans les collectivités et les entreprises apporter leur expertise, que ce soit pour les plans climat, les plans de mobilité simplifiés et toutes ces missions-là qui concernent la transition écologique. Donc aujourd'hui, on va animer une journée complète sur le thème du climat. On va commencer par parler de la loi climat, là tout de suite à 10 heures. Sachez qu'on va organiser également 3 permanences, donc il en reste plus que 2. Vous pouvez passer entre midi et 13 heures ou entre 16 heures entre 16 heures et 17 heures. Vous aurez toujours des membres de la PCC qui seront là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien sur le thème de la transition écologique. Voilà. Donc des experts vraiment à votre disposition pour vous aider à avancer, c'est vraiment l'objectif. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec notre premier sujet de la journée qui est loi climat, de nouvelles exigences pour les territoires. Et donc je vais passer la parole à Selma de BL Evolution qui va commencer à nous présenter les intervenants de cette conférence et ce sujet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la loi climat, des nouvelles exigences pour les territoires, ainsi que quelques leviers pour les collectivités pour guider leur action climatique, notamment par les données. Je vais vous présenter rapidement les 2 personnes ici. Le programme d'aujourd'hui, donc nous, on est la première conférence de la journée. Merci. Avec suivi directement par une autre conférence sur tenir les promesses de sa politique de transition écologique, passer de l'annonce à l'action efficace, et de midi à 13h, les permanences avec les experts de la PCC. Vous pouvez noter des questions, on aura un temps d'échange à la fin de la présentation, et tous les supports sont accessibles ensuite sur le site de la PCC. Je me présente rapidement. Donc Selma Benounich du bureau d'études BL Evolution. Donc on est un cabinet de conseil spécialisé en transition écologique qui accompagne à la fois les collectivités et les entreprises. Et donc moi je vais intervenir spécialement auprès des collectivités sur les sujets énergie-climat, notamment sur de la planification territoriale, des plans climat, beaucoup en Île-de-France, avec plusieurs territoires en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, et aussi sur des missions de type bilan carbone et des schémas directeurs énergie renouvelable. Bonjour à toutes et tous. Donc Michel Roy, je suis consultant au sein du cabinet InnoPublica, qui est un cabinet conseil spécialisé dans la valorisation de la donnée d'intérêt général et plus globalement qui travaille sur tous les sujets d'innovation territoriale. Moi, je travaille spécifiquement sur la mobilisation de la donnée au sein des plans environnementaux, aussi bien dans leur articulation que dans leur mise en œuvre, les plans d'action. Donc InnoPublica est un cabinet membre de la PCC et InnoPublica est également membre fondateur au sein de Data Publica, qui est un groupement de cabinets experts autour de la donnée en fait, et du conseil auprès des collectivités de la puissance publique sur les thématiques données. Donc on va retrouver au sein de Data Publica l'ensemble des compétences liées à ces thématiques qui vont être les aspects stratégiques, la communication, les aspects techniques et également le juridique. Voilà. À toi Selma. Alors pour cette première conférence pour la journée climat de l'APCC, on voulait commencer par un sujet assez large qui touche vraiment tous les domaines qui vont être concernés par l'action climatique. Et donc on voulait faire un petit panorama de l'évolution des exigences réglementaires, surtout à travers les nouvelles exigences qui sont donc incluses dans la loi climat et résilience. C'est un petit peu l'actualité en termes
réglementation au niveau français sur les sujets climat. Entre autres. Et donc déjà, pour vous planter un peu le décor en termes d'actualité climat, aujourd'hui, on est dans une période qui est la période vraiment des constats. Aujourd'hui, c'est la COP26, c'est le bilan un petit peu de l'engagement pris par l'accord de Paris, où en est-on, et le constat, c'est qu'il faut beaucoup accélérer, puisque les engagements qui ont été pris lors de l'accord de Paris n'était pas suffisant pour être sur une trajectoire 1,5 degrés, et aujourd'hui on constate qu'on est plus sur une trajectoire 4-5 degrés et qu'il faut absolument renforcer les engagements et aussi tenir ces engagements. La France a été concernée notamment par des affaires comme l'affaire Grande-Synthe, l'affaire du siècle, où on a pointé du doigt le gouvernement pour son inaction climatique, pour le fait de s'être engagé sur des budgets carbone qui n'ont pas été respectés. Donc, à la fois à l'échelle européenne, où on renforce l'objectif à l'horizon 2030, et à l'échelle française, le constat, c'est qu'il faut absolument accélérer sur cette question du changement climatique, et qu'il faut non seulement rendre compte d'objectifs plus ambitieux, mais aussi de mettre en œuvre des moyens pour y arriver. Donc des grandes avancées en termes de responsabilité juridique sur à la fois les résultats et les moyens issus de ces affaires comme l'affaire Grande-Synthe et l'affaire du siècle. C'est un peu dans ce contexte-là qui est aussi né le travail qui a donné lieu à la loi climat, puisque suite à cette accusation d'inaction climatique, la réponse de l'État a été de créer une convention citoyenne pour le climat et d'élaborer un projet de loi qu'on va voir ensemble aujourd'hui, donc la loi climat et résilience, où l'objectif était de mettre toutes les mesures possibles pour combler un petit peu l'écart entre la trajectoire annoncée et ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, et pour dire oui, on est en train d'accélérer, on ne reste pas coincé dans ce schéma d'inaction climatique. Voilà un petit peu pour planter le décor. Et ce à quoi on a abouti donc avec ce travail-là, c'est parmi les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, certaines ont été reprises, beaucoup ont été retravaillées. On aboutit à un projet de loi qui était très riche et qui couvrait beaucoup de domaines, qui a été beaucoup retravaillé, beaucoup de compromis ont été faits, mais on a abouti à 300 articles qui couvrent beaucoup de sujets différents. C'est vraiment une loi très large et multidimensionnelle, avec un travail en comité mixte paritaire qui aboutit cet été. Et donc une loi promulguée en août. Donc c'est tout nouveau, et ce qu'on se proposait de faire aujourd'hui avec vous, c'était de balayer les grands thèmes qui sont traités dans cette loi et d'essayer d'identifier le rôle qui a été attribué aux collectivités, puisque c'est vraiment des acteurs indispensables pour la transition écologique, et qu'on leur attribue énormément de responsabilités sur pas mal de thématiques qui doivent être gérées à l'échelle locale. Donc voilà comment on va traiter un petit peu ce sujet réglementaire, essayer de voir thématique par thématique où sont attendues les collectivités, pour permettre une lecture un peu plus simple de cette loi qui est quand même assez fournie et peut-être un petit peu difficile à lire et à comprendre. Donc ici, on voit plutôt les 8 grands titres de cette loi, avec une répartition qui prend en compte vraiment les grands domaines qu'on peut retrouver dans beaucoup de plans climat, beaucoup de plans nationaux aussi, sur l'habitat, la mobilité, la consommation, etc. Donc ça se veut assez exhaustif. On va commencer déjà par le consommer. Donc, en termes de consommation, des choses qui ont été introduites par cette loi climat et dont on a pas mal entendu parler, ça peut être cette nouveauté qui est l'éco-score, qui va être affiché sur pas mal de produits,
avec une réglementation qui impose année par année de nouvelles catégories de produits qui vont être concernés par cet affichage sur l'impact environnemental de produits. Plus proche des collectivités, on a le fait d'accorder le pouvoir de police de la publicité vraiment directement à la collectivité, à la mairie. Et donc ça, c'est d'ici 2024, c'est quelque chose, un sujet dont vont devoir se saisir les collectivités et un sujet assez important quant au rapport à la consommation des habitants et qui peut être vraiment un levier d'action intéressant qui aujourd'hui est parfois pas très bien abordé ou méconnu des collectivités. C'est la même chose ensuite pour un sujet plus lié par exemple à l'éclairage des vitrines publicitaires. Ça aussi, ça va relever vraiment de la responsabilité des collectivités. Et d'autres choses plus larges sur le développement de la vente en vrac, sur une expérimentation WePub qui va donc à l'inverse de ce qui existe aujourd'hui. Du non pub. Et ici, la valeur par défaut, c'est de ne pas distribuer donc de publicité papier. Voilà. Pardon. Un petit peu les grandes mesures phares qu'on peut retrouver dans cette partie-là de la loi climat. Ensuite, sur produire et travailler. L'élargissement de l'obligation de la disponibilité de pièces détachées. Donc là, il y a plus de détails à trouver dans la loi concernant les secteurs concernés, etc. Mais ça, c'est une mesure assez importante qui va dans le sens du développement de la réparabilité des produits et d'essayer d'aller vers quelque chose de plus circulaire et de moins axé sur l'obsolescence. Donc pour favoriser une consommation un peu plus durable. Quelque chose qui est très important et qu'il va falloir intégrer dans le fonctionnement des collectivités, c'est le renforcement des clauses environnementales dans les marchés publics. Donc certaines collectivités aujourd'hui nous posent beaucoup de questions là-dessus et c'est vraiment quelque chose sur lesquels il va falloir accompagner les services achats et services donc des marchés publics qui aujourd'hui voient difficilement comment intégrer sur tout leur marché ces critères environnementaux. Ensuite, beaucoup d'autres actions un petit peu sur le monde de l'entreprise et comment les salariés peuvent exiger des mesures environnementales par le biais de CSE et d'autres manières de faire remonter l'information de la part des salariés qu'il faut agir de manière plus large au sein de l'entreprise sur les sujets climat, donc des nouveaux leviers pour les salariés. Je passe assez rapidement parce que il y a beaucoup de contenu dans cette loi, mais donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour la fin de la présentation. Un grand sujet pour les collectivités, ça va être la thématique de la mobilité. De plus en plus, donc, on entend parler beaucoup en Ile-de-France de ZFE, donc zone à faible émission. La loi climat a précisé pas mal de choses là-dessus, avec la création de ZFE dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant 2025, l'interdiction de circuler pour les véhicules polluants dans les agglomérations où il y a des forts problèmes de qualité de l'air. Et en fait, non seulement on a ces obligations de création de ZFE, mais il y a aussi l'obligation de réaliser des études d'opportunité de zones à faible émission un peu partout, même quand on n'est pas dans une agglomération de 150 000 habitants. Ces ajouts, ils viennent compléter quelque chose qui existait déjà donc, dans la loi LOM. Mais on voit que vraiment sur la question des zones à faible émission, ça va être quelque chose qui est de plus en plus généralisé. Et chaque loi qui sort va tendre à renforcer un peu ces exigences-là, en particulier dans des zones comme l'Île-de-France qui sont très touchées par les problématiques de qualité de l'air. Ensuite, quelque chose qui vient accompagner un petit peu ces grands sujets donc de zones à faible émission, c'est des expérimentations de prêt à taux zéro pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides. Ça, c'est un peu la mesure pour faire accepter d'imposer des grandes zones à faible émission. C'est de dire qu'on va accompagner les foyers plus modestes à acquérir ces véhicules-là, puisque c'est vrai que
Pour certains, l'échéance de 2025 paraissait très ambitieuse et allait exclure un certain nombre de foyers, donc d'où cette mesure-là. Ensuite, sur Se Loger, je pense que c'est des choses dont on a pas mal entendu parler, l'action sur les passoires thermiques. Donc, le début, c'est de dire qu'on fait un gel des loyers sur les passoires thermiques immédiatement. Donc ça concerne tout bâtiment qui est donc tout logement en classe F et G. Et à terme, ces logements ne pourront pas du tout être mis en location. Donc ça, c'est à horizon 2028. Ce qui concerne tout particulièrement les collectivités, que vous retrouvez à chaque fois en gras un peu sur cette présentation, ici, ça va être le service public de la performance énergétique. Donc ça change chaque année de nom. Et donc là, récemment, on est passé de quelque chose qui s'appelait les conseillers FAIRE à un service unique qui va s'appeler France Rénov'. Et tout ça, c'était anciennement les espaces Info Énergie. Pour faire plus clair, c'est en fait... Alors, donc sur ce service unique d'information sur la rénovation énergétique, c'est une obligation maintenant. Donc ça a toujours existé, mais l'idée c'est que les collectivités vont être responsables d'un service, ce qu'on appelle dans beaucoup de collectivités une plateforme territoriale, où on peut retrouver des conseillers qui font des permanences et qui sont accessibles avec des numéros bien identifiés sur le territoire pour conseiller les habitants, les entreprises sur la rénovation énergétique. Donc ça a toujours existé, c'était les espaces Info Énergie. Maintenant, la mission, elle s'élargit un peu et c'est vraiment censé regrouper les dispositifs ANA. On est censé vraiment retrouver un guichet unique où tout ce qui est rénovation énergétique et toutes les infos et toutes les aides sont disponibles dans ce guichet-là. Et c'est à la collectivité de mettre en place ce guichet. Souvent, il y a des plateformes un peu départementales qui vont être déclinées après à l'échelle territoriale. L'objectif de la collectivité, c'est d'être un relais de ces informations-là, de savoir rediriger les habitants vers ces services uniques de la rénovation énergétique et de vraiment de donner les moyens aux conseillers de faire des permanences dans des locaux accessibles à tous les habitants, etc. Et donc aujourd'hui, ce qui va être un peu compliqué, c'est la lisibilité sur le nom de ce conseiller qui change en permanence. Avant, donc on parlait d'espace Info Énergie. Pendant 2 ans, on a parlé de conseiller FAIRE. Maintenant, il faut tout revoir et dire France Rénov'. Mais c'est vraiment le même service qui se cache derrière tous ces noms-là. Il faut faire comprendre ça aux habitants. Et c'est à la collectivité de travailler là-dessus. Donc ça va être le grand point sur l'habitat pour les collectivités. Un autre grand levier, c'est l'aménagement du territoire, avec beaucoup de nouvelles exigences sur l'artificialisation, sur le fait d'essayer d'atteindre zéro artificialisation nette en 2050, objectif qui a été décliné d'ailleurs à l'échelle régionale ensuite. Un point d'étape en 2030, c'est de diviser le rythme par 2. Donc aujourd'hui, déjà, il faut savoir où on en est pour pouvoir essayer de mesurer cet objectif-là. L'interdiction d'implanter de nouveaux centres commerciaux sur des sols naturels ou agricoles, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, mais il faut savoir que au moment d'être intégré à la loi climat, cette mesure a été un petit peu revue à la baisse et on parle ici uniquement des centres commerciaux de plus de 10 000 m². Voilà, ça laisse quand même une petite marge de manœuvre. Ensuite, donc ça c'est pour l'aménagement du territoire. On arrive sur la dernière thématique qui est se nourrir, avec là des leviers aussi très propres aux collectivités sur la restauration collective, dont certaines collectivités se saisissent déjà. Donc l'inclusion vraiment de plus en plus de menus végétariens. Aujourd'hui, l'obligation, ça va être d'avoir
une fois par semaine un menu végétarien dans tous les établissements scolaires, par exemple. Et il y a une expérimentation de faire en sorte qu'il y ait un menu tous les jours végétarien à disposition, donc où beaucoup de collectivités sont encouragées à participer à cette expérimentation. Et ensuite, de manière plus large, sur la qualité des produits, leur provenance, une part plus importante du biologique et de tout ce qui est appelé produits durables dans la restauration collective. Ça, c'est des sujets où les collectivités sont peut-être un petit peu plus au courant déjà, qu'elles ont vu passer. Ici, on va peut-être donc faire une petite synthèse rapide des grands sujets sur lesquels sont attendues les collectivités, donc dans cette loi climat. Beaucoup sur donc le pouvoir de régulation de la publicité à l'échelle locale, les zones à faible émission et le soutien aux modes de transport collectif et décarboné, au covoiturage et transport en commun. Le développement des énergies renouvelables, qu'on n'a pas trop vu ici, mais il y a pas mal dans chaque grande thématique des mesures qui concernent vraiment la facilitation d'implantation de systèmes d'énergie renouvelable sur tous les grands bâtiments, etc. La lutte contre l'artificialisation des sols aussi, grand sujet, par les leviers un peu d'aménagement que possèdent les collectivités. Et beaucoup d'incitations à participer à des expérimentations. Donc malheureusement, sur certains sujets, c'était des demandes de la Convention citoyenne qui sont devenues de simples expérimentations, mais déjà, c'est des premiers pas. Selon qu'on regarde le bilan fait par le gouvernement ou par des médias un petit peu plus spécialisés environnement, on ne va pas avoir le même bilan sur le nombre de mesures de la Convention citoyenne qui figurent dans la loi climat. On va dire que selon le gouvernement, c'est vraiment 75% qui ont été intégrés, alors que selon des médias type Reporter, etc., on est plus sur à peine 10% qui ont été intégrés tels quels. Et la plupart qui ont été vraiment remodelés et un petit peu vidés de leur substance pour certaines. Mais en tout cas, ça vient rajouter quand même un certain nombre d'exigences réglementaires qui vont faire bouger les collectivités, les entreprises sur certains sujets. Certaines à des horizons peut-être un petit peu trop lointaines, mais déjà ça permet à certains acteurs de commencer à se soucier de choses qu'ils avaient pour l'instant relégué à un avenir un petit peu plus moyen terme, plus long terme. Voilà pour un petit peu le panorama de ces exigences réglementaires de la loi climat. Et tout ça, ça s'intègre en fait dans une plus grande... dans un plus grand cadre sur l'action climatique des collectivités. Et on va vous présenter par la suite quelques leviers pour guider cette action. Ça bug. Ouais, donc comme l'a évoqué Salma, donc nouveau texte qui touche de nombreuses thématiques avec des dispositions nouvelles. Certaines font appel à des dispositions existantes, en sont la transformation ou viennent se surajouter. Et on l'a vu avec des terminologies qui évoluent et qui parfois désignent la même chose. Bon, ben, l'ensemble de ces lois qui arrivent, elles aussi, elles s'inscrivent dans des contextes particuliers. Et des contextes qui deviennent complexes, parce qu'il y a un enchevêtrement déjà de textes, donc un enchevêtrement législatif qui ne se fait pas sans couture ni sans effet de bord. Il faut que ces textes prennent leur place aussi au milieu des textes déjà en place, des dispositifs qui ont été pris à bras-le-corps par les collectivités et sur lesquels elles ont déjà commencé à travailler, voire à investir. Il y a également la multiplicité des strates de gouvernance qui va venir agir sur cette complexité. On le sait, on a des communes, on a des EPCI, on a des départements, des régions, à un échelon national, des fois plus. Donc toutes ces strates aussi sont à prendre en compte dans l'arrivée de ces nouveaux textes. Et puis, comme on le voit au sein de la loi climat, mais de façon globale, le scope des thématiques environnementales, il est en train de s'élargir de façon énorme. On parle de plan de climat, air, énergie, on va parler de développement durable, on va parler de mobilité, de qualité de l'eau, enfin de tout un tas de secteurs
qui vont venir complexifier donc, cet environnement et faire que l'arrivée d'un nouveau texte n'est pas toujours facile à appréhender. Effectivement, hop. Il faut y aller doucement. Hop. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent... Je suis navré, je n'y suis pour rien. Enfin, je crois pas. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà... ouais. Yes. Allô, la technique? C'est bon, vous êtes avec moi? Bon. Donc c'est un graphique repris de l'ADEME qui en fait montre cet enchevêtrement où en fait comment est-ce que les différents dispositifs environnementaux déjà s'organisent entre eux, quelles sont les interdépendances, on va dire, directes et voire même implicites, voir comment est-ce qu'une certaine forme de hiérarchie aussi s'organise entre ces différents dispositifs. Et bon, même si je retente, non, je vous laisse faire. Donc on le voit, le schéma est quand même assez complexe à lire. Donc on a tout d'abord, évidemment, avec un nouveau dispositif législatif, il y a un enjeu d'articulation, donc on le disait, avec l'ensemble des dispositifs de portée environnementale, mais pas seulement. C'est des textes aussi qui vont s'enchasser avec l'ensemble des réglementations, notamment les réglementations qui touchent l'échelon local. Donc on se pose la question de la cohérence externe de ces textes et de leur chronologie. Parce qu'ils arrivent sur des thématiques qui ont déjà été prises à bras-le-corps par les collectivités. Et donc, est-ce qu'on stoppe net nos actions? Est-ce qu'on trouve une continuité là-dedans? Voilà. Comment faire avec ces nouveaux dispositifs? Donc, je prends un exemple sur cette cohérence externe du nouveau texte. Ça va être compliqué. Ok. Il veut pas. Bon, alors, deux choses là-dessus. La première concerne l'intrication des SCOT et des PCAET. Et désormais, donc, les PCAET doivent tenir compte des SCOT, ce qui avant se faisait à l'inverse. Mais ça, le temps que ça se mette en place, on arrive encore à trouver des SCOT en fait, dont les objectifs sont moins exigeants que les objectifs des PCAET. Donc on se retrouve avec la même thématique, un objectif différent d'un texte à l'autre, en tout cas d'un dispositif à l'autre. Et si on n'est pas sachant et si on n'a pas en tête effectivement cette hiérarchie entre les différents dispositifs, ben, soit on est perdu, soit on ne va considérer qu'un seul objectif et éventuellement c'est pas le bon. Voilà. Et concernant les PCAET aussi, les plans d'action sont des fois très spécialisés ou très rattachés au local, et ce qui les rend des fois difficiles à transposer au sein des documents d'urbanisme. Allez, on va essayer d'avancer sur les slides. Donc voilà, donc j'ai parlé d'enjeux d'articulation, mais en fait, l'enjeu principal, c'est un enjeu de gouvernance. Parce que l'enjeu de fond, c'est bien l'urgence climatique, et donc le fait que l'action environnementale se doit d'être efficace. Donc si cette action environnementale, elle est morcelée et diffuse au sein de niveaux d'échelons de gouvernance différents, ben, il y a risque qu'en fait, elle soit inefficace. Donc cette action environnementale ne peut pas être morcelée, et des contributions locales, comme les démarches sectorielles ou thématiques, à thématiques spécifiques, en fait, elles doivent converger vers des changements systémiques. Donc le tout, c'est pas de mettre en place à des niveaux locaux très spécifiques des actions qui partent d'un constat qui est bien fait, hein, d'un point zéro, d'un diagnostic. Mais en fait, si ces actions ne convergent pas dans le même sens, ben, le changement systémique ne peut pas s'opérer. Alors je suis désolé, ça dévoile un peu ce qui va se dire après. Compliqué. Voilà. Où est-ce qu'on en était? Voilà, donc il y a nécessité de valider déjà en commun des hypothèses et des stratégies. Donc en fait que tout le monde tire dans le même sens, mais c'est une tautologie, mais on se rend compte que les plans même, la réglementation elle-même déjà ne tire pas toujours dans le même sens. Et puis ensuite, il va falloir fixer des objectifs communs atteignables par tous et sur lesquels en fait on peut trouver des leviers d'action qui soient partagés par chacun des acteurs. Toujours pas. Ok, alors je ne sais pas si j'étais allé au bout de ma slide. Voilà. Oui. Alors, les leviers d'action. Donc là, on parle de l'action des collectivités. Mais les leviers d'action, ils ne se trouvent pas tous dans les mains des collectivités et de la puissance publique. Donc il va falloir aussi activer l'ensemble des acteurs territoriaux
qui ont ces moyens d'action, ou en tout cas qui ont une contribution à apporter pour que ces objectifs soient atteints. Alors là, j'ai cité rapidement l'étude de l'Assemblée des communautés de France, la DCF, qui a sorti un document en juillet de cette année, qui s'appelle « Les contributions des intercommunalités à la transition énergétique », et qui se base sur l'analyse des PCAET qui ont déjà été émis, et également sur des enquêtes qui ont été menées auprès des collectivités. Alors, pour faire très vite sur le contenu de cette étude, on peut rappeler 2 points particuliers. C'est que les PCAET avaient un objectif, donc il y a 758 intercommunalités qui sont obligées, qui sont concernées par le dispositif, puisqu'elles font plus de 20 000 habitants. Et les PCAET devaient sortir au 31 décembre 2018. Et à l'heure actuelle, on a un peu moins d'un tiers de ces collectivités qui ont adopté leur PCAET, les 2 tiers qui sont en cours de démarche mais qui n'ont pas encore abouti, et donc 7 ou 8% qui n'ont pas encore attaqué. Donc ça montre la difficulté aussi pour les collectivités de prendre à bas-le-corps ces sujets-là, de trouver les ressources pour les attaquer alors qu'elles sont déjà sur d'autres sujets et mènent déjà d'autres plans d'action. Et ça a encore bougé. Hop. Voilà. Et l'étude souligne, et ce qui va me permettre de faire la transition sur la slide suivante, c'est qu'en fait, l'étude souligne la nécessité d'activer, de mobiliser les données, et les données à l'échelon local, afin de mieux maîtriser ces plans, à la fois dans la façon dont ils sont mis en œuvre, donc les diagnostics qui sont opérés, les stratégies qui sont mises en œuvre, et surtout dans la mobilisation des plans d'action, la façon très opérationnelle va être déployée. Donc c'est pour ça que la slide suivante s'appelle « Les données vecteurs d'accélération de la transition écologique ». Alors, en quel point les données peuvent être vecteurs d'accélération de la transition écologique? Alors tout d'abord, les données, elles vont permettre de changer de niveau de savoir. Alors ça paraît, c'est une évidence, mais ce qui ne se connaît pas ne se maîtrise pas. Donc occulter certaines données disponibles ou occulter certains paramètres qui décrivent des phénomènes et pas que environnementaux, c'est se priver quelque part de la connaissance de ce qui se passe et donc de la capacité à agir. Donc ces données, elles vont aussi augmenter la performance décisionnelle. Elles vont permettre de mieux décider, plus vite et avec moins d'erreurs. J'avance pas plus sur cette thématique-là, puisqu'elle est traitée tout à l'heure à 11h sur la deuxième conférence qui va s'attacher au plan beaucoup plus opérationnel et à l'utilisation de ces données pour leur pilotage. Les données, également, elles vont transformer les modes d'analyse de la conduite opérationnelle. C'est-à-dire que maintenant, avec l'émergence de jeux de données sur de nombreuses thématiques, le croisement de ces données, pas seulement de la stricte connaissance environnementale, mais aussi des données qui sont issues du domaine économique, du domaine démographique, sociologique, vont permettre d'avoir une analyse beaucoup plus complexe, beaucoup plus profonde et certainement beaucoup plus juste de ce qui se passe. Je prends l'exemple d'une thématique qu'on retrouve de façon chronique ou en tout cas systématique dans les plans climat et énergie, c'est celle de la mobilité, du covoiturage. Le covoiturage, il ne s'analyse pas juste avec des données d'ordre environnemental ou très technique. Le covoiturage fait aussi appel à un état local, à des facteurs sociologiques, à tout un tas de choses de cette nature-là. Donc si on ne croise pas les données entre elles, on occulte en fait toute une partie de l'analyse et une capacité à y répondre efficacement. Je ne sais absolument plus où j'en suis dans mes slides. Ouais, si j'étais là. Voilà. Et alors, dernière vertu des données, c'est qu'effectivement, dans les données, il y a des producteurs et il y a des réutilisateurs. Et donc, le fait de mettre en place ces échanges va créer, en fait, va faire émerger des écosystèmes de la donnée collaboratifs, locaux, entre l'ensemble des acteurs. On le voyait tout à l'heure, il y a des acteurs de la sphère publique, mais il y a aussi des acteurs de la sphère privée, il y a la sphère citoyenne, associative. Et donc même citoyenne peut contribuer aux données avec le crowdsourcing. Donc en fait, le fait d'activer la donnée ou de s'appuyer sur la donnée, on va également faire émerger de la collaboration au niveau des écosystèmes territoriaux et de la participation de l'ensemble des parties prenantes. Alors, quelles données mobiliser dans la conduite des politiques environnementales? Alors tout d'abord, il y a les données de la connaissance scientifiques, celles qui permettent de comprendre et d'analyser les phénomènes environnementaux. Et c'est ces données-là qui vont permettre d'établir les diagnostics et donc les stratégies et d'établir des plans d'action.
Une fois qu'on passe au plan d'action, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va quitter partiellement le monde de la donnée scientifique et des phénomènes environnementaux, parce que les plans d'action vont mettre en jeu un spectre large de données et de thématiques et d'acteurs. Donc pour ça, il va falloir aller chercher les bonnes données. Sauf que ces données ne sont pas toutes forcément accessibles et en possession des collectivités. Donc on revient sur l'écosystème de données dont on parlait tout à l'heure. Les collectivités vont devoir mettre en œuvre des échanges, en tout cas repérer quelles sont les parties prenantes en possession de ces données ou qui pourraient éventuellement les fournir et activer justement des échanges avec elles pour faire émerger les données dont elle a besoin. Et donc voilà, la difficulté à les trouver, c'est qu'elles sont souvent disséminées, pas forcément disponibles au bon échelon, ni à la bonne maille. Hein. On l'a tous rencontré, en tout cas au niveau des bureaux d'études ou le personnel en collectivité. Très souvent, on cherche une donnée, mais on va se retrouver avec la mauvaise maille temporelle ou la mauvaise maille géographique, ce qui fait qu'on ne sait pas l'utiliser. Donc là aussi, dans l'émergence de la donnée, il y a un gros travail à faire sur la qualité de cette donnée et surtout rechercher la donnée dont on a besoin. Et puis un dernier point auquel on ne pense pas souvent, c'est que les opérateurs privés, ils sont à la fois une source importante de jeux de données, parce que ce sont des acteurs forts du territoire, donc ils ont de la donnée, et ils peuvent aussi être intéressés de la partager avec la collectivité. Il n'y a pas toujours un lien un peu comme ça antagoniste entre la donnée publique et la donnée détenue par les privés ou celle que convoitent les privés, mais il peut y avoir vraiment de belles synergies au travers de ça. Donc voilà, donc comment mobiliser au mieux ces données? Il va revenir aux collectivités d'établir des stratégies pour faire émerger ces jeux de données, maîtriser et valoriser ce patrimoine de données, donc être capable de le conserver, de garder la main dessus, de le sécuriser, mais aussi de permettre sa réutilisation pour que ça ne reste pas une donnée morte, mais une donnée qu'on utilise et qui amène à l'émergence de différents systèmes et différentes valorisations. Donc il faut profiter des possibilités ouvertes par les nouveaux usages numériques, et notamment l'open data. Donc c'est une injonction réglementaire, mais la plupart des collectivités ont commencé à préfigurer ou à considérer en tout cas l'open data, et certaines sont déjà très avancées dans ce domaine-là. Donc on voit vraiment des jeux de données qui commencent à sortir à droite et à gauche et qui sont de plus en plus intéressants et qualitatifs. Il y a nécessité de mettre en œuvre une gouvernance qui soit simple et partagée. Il ne faut pas que la donnée devienne un sujet de spécialiste ou trop complexe, trop technique, trop data-centrique. Voilà. Elle doit permettre de faciliter l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Donc il faut s'intéresser à des questions de souveraineté, mais avant tout de qualité et d'interopérabilité de la donnée. Mobiliser les parties prenantes, on en a parlé tout à l'heure, et je conclurai avec un exemple, en tout cas un angle pris par certaines collectivités, et c'est le cas de la région Centre-Val de Loire, qui en fait souhaite faire émerger des hubs, des data hubs, des climate data hubs dans le cas de la région Centre-Val de Loire, où en fait l'idée c'est de concentrer dans un même dispositif l'ensemble des producteurs, des utilisateurs de données, et l'ensemble de ces jeux de données aussi pour arriver à rendre très fluide justement cette production, cette réutilisation et essayer de faire émerger le plus de cas d'usage possible et des cas d'usage, on va dire opérationnels, c'est-à-dire ceux qui servent la collectivité et qui vont surtout servir les plans environnementaux. Donc le cas d'usage, c'est vraiment l'objectif ultime de la libération de la donnée. Avoir de la donnée pour la donnée, ça ne sert à rien. Il faut la valoriser et la valoriser au sein de cas d'usage pertinents et qui permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau environnemental. Voilà, je crois qu'on est au bout de... Emeline, si tu veux bien passer à la slide suivante. Pour le coup, on va zapper, non Salma, la troisième partie, parce qu'on avait une partie qui était un petit peu plus interactive, mais on va peut-être passer sur des questions-réponses interactives, qui demandaient d'aller chercher des jeux de données. Est-ce que tu veux quand même évoquer la situation spécifique Île-de-France ou on passe aux questions-réponses? On peut dire juste un petit mot, ouais. Peut-être juste première question. Est-ce que ça vous parle les grandes orientations de la stratégie régionale? En fait, on s'est dit, bon, on a commencé un peu large en regardant la loi climat, les nouvelles exigences réglementaires, puis voir un petit peu comment on peut commencer à attaquer l'action climatique, qu'est-ce qui peut nous guider là-dedans, donc en passant notamment par les données.
Et donc concrètement, en fait, dans une région comme l'Île-de-France, puisqu'aujourd'hui on est au Salon des élus de l'Île-de-France, comment s'est saisie de ces grands objectifs nationaux la région? Qu'est-ce qui existe dans la stratégie régionale? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une région zen, ZAN et circulaire? Non. Donc c'est des jolis acronymes pour dire zéro émission nette, zéro artificialisation nette, et donc après circulaire, ça on comprend plus facilement avec donc l'idée de travailler sur l'économie circulaire à l'échelle régionale. Et donc voilà, ça c'est des objectifs qui sont énoncés à l'échelle de la région, qui vont demander aux collectivités d'y contribuer. Sur zéro émission nette, on imagine bien qu'il va y avoir certaines collectivités plus rurales qui vont pouvoir capter les émissions de d'autres collectivités plus denses. Sur zéro artificialisation nette, on a un effort plus collectif ici qui rejoint beaucoup les exigences réglementaires qu'on a vues dans la loi climat, où il faut vraiment accélérer sur la question de limiter l'étalement urbain. Et donc à l'échelle de l'Île-de-France, c'est vraiment une thématique très importante aussi, où on voit que dans les zones un petit peu périurbaines, il y a vraiment encore cette dynamique d'étalement urbain, qu'au contraire dans les zones rurales, on va avoir tendance à dire encore aujourd'hui que s'il faut dynamiser une collectivité rurale, c'est par des grands aménagements, le développement de nouveaux logements que ça va passer. Donc un grand travail à mener là-dessus. Et sur l'économie circulaire, là aussi, les collectivités doivent s'en saisir à une échelle. Donc l'objectif et le plan, il est à l'échelle régionale, il doit être vraiment décliné sur les territoires pour créer des boucles locales et valoriser donc, les synergies qui peuvent exister à l'échelle territoriale. Voilà pour un petit peu juste le contexte, comment tout ça se traduit à l'échelle de l'Île-de-France. Et pour en fait chacune de ces thématiques, c'est intéressant d'avoir aussi cette approche par les données pour savoir où on en est aujourd'hui sur les questions d'émissions. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles et les territoires ne savent pas toujours comment s'en saisir. Même chose sur l'artificialisation et sur les autres sujets. Sur la présentation qui sera disponible sur le site de l'APCC, on rajoutera quelques liens sympas vers des jeux de données ou des concentrations de jeux de données très pragmatiques et qui traitent de chacun de ces sujets. Voilà. Emeline, si tu veux conclure. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Non. Pas forcément. Alors du coup, je vais conclure brièvement sur l'APCC avant que pour 11h, on passe à notre autre sujet de la journée. Si vous voulez bien passer les slides. Encore. Super. Alors, on a un annuaire de nos membres, ce qui vous permet de les retrouver, si vous le souhaitez, avec des filtres par zone géographique, domaine de compétences, spécialité sectorielle. Donc les membres de l'APCC, qui sont donc des spécialistes du conseil, notamment sur tout ce qui est climat, territoire et collectivité, sont à votre disposition sur notre annuaire. Également, slide suivante s'il vous plaît. Vous dire que sur le site de l'APCC, vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources gratuites. On organise des webconférences tous les mois. On publie des articles, des publications. Tout ça est libre d'accès et c'est fait par les membres et pour vous aider à avancer sur les sujets climat dans vos structures respectives. Pour ne rien louper, inscrivez-vous à la newsletter en sélectionnant collectivité et vous pourrez être tenu au courant de tout ce que nous produisons sur ces sujets-là. Et enfin, slide suivante s'il vous plaît. Je voulais vous parler du sommet virtuel du climat, qui est un événement qu'on organise à la fin du mois, composé de conférences et d'ateliers. Pareil, l'objectif très concret, comment arriver à la neutralité carbone et rendre son territoire résilient. Donc avec énormément d'interventions, d'expertise, de retours d'expérience
pour vous accompagner et vous donner les clés pour avancer sur ces sujets-là. Donc pareil, c'est un événement gratuit, libre et accessible à tous.